Nous sommes ici à Innsbruck où nous allons assister dans quelques instants à la deuxième rencontre du tournoi 1976 olympique de hockey sur glace entre les États-Unis et l'URSS. Ce sera un match plein de passion, surtout dans son premier tiers-temps, au moment où les équipes se découvriront. Vous découvrez, vous, l'équipe américaine qui arrive. Ce sont tous des jeunes joueurs, tous des étudiants qui ont une vingtaine d'années, pas plus, alors que les soviétiques sont beaucoup plus expérimentés. D'un côté, il y aura l'expérience en maillot rouge et de l'autre en maillot blanc, la fougue, la jeunesse de ces Américains qui avaient déjà causé une surprise aux derniers Jeux Olympiques et qui seront soutenus par une bonne partie du public. Mais rassurez-vous, les Soviétiques ont aussi leurs supporters. Oui, ces Américains qui avaient causé la surprise en 1972 à Sapporo en battant les Tchécoslovaques par 5-1 et en s'octroyant ainsi la deuxième place du tournoi olympique. C'est le deuxième match. En effet, il y a quelques instants, nous avons vu la fin de la première rencontre entre la Pologne et l'Allemagne de l'Ouest. Et ce sont les Allemands de l'Ouest qui ont gagné par 7-4. C'est une demi-surprise. On pensait que les Allemands auraient des difficultés à triompher déjà des Suisses au tour éliminatoire. Ils ont gagné très nettement ce jour-là. Et puis aujourd'hui, ils ont gagné par 7-4 contre les Polonais. Voici donc la composition de l'équipe soviétique. Regardez bien, si vous le voulez, ces numéros. Mais de toute façon, ce sera facile pour vous de reconnaître, de savoir quels sont les noms des joueurs, puisque leur nom est inscrit sur leur maillot. Alors que les Soviétiques, c'est pas pareil. Le 13, le premier, c'est Mikhailov, le capitaine. Et voici Gusev, le numéro 2. Ce sont les vedettes du hockey mondial qui arrivent. Mikhailov, donc le 13, est le capitaine. Ensuite, ils arrivent les uns après les autres, ces soviétiques tout de rouge vêtus, qui sont les rois incontestés du hockey mondial et qui viennent même de perturber l'esprit des Canadiens il y a quelques semaines. En effet, les Canadiens, vous le savez, qui sont pour la plupart professionnels et qui ont une élite qui joue dans les rangs professionnels, ne participent pas à ce tournoi olympique qui est réservé aux amateurs. Eh bien, les Canadiens ont tremblé il y a quelques semaines quand les Soviétiques sont allés en tournée en Amérique, puisqu'en effet, à New York, le club champion du RSS a triomphé des New York Rangers par 7-3. À Boston, le club champion du RSS a encore gagné. Il a fait match nul à Montréal avec les fameux Canadiens de Montréal. Et il a été battu seulement par Philadelphie par 4-1. Le numéro 20 à gauche, c'est le gardien de but Tretiak, c'est sa mère qui lui a appris à jouer au hockey sur glace. Mikhailov, le soviétique, à droite, Taft, l'américain. Je dois vous dire également qu'après cette rencontre de hockey sur glace, nous pourrons suivre pendant quelques minutes quelques descentes de bob à 2. C'est donc un après-midi viril que nous vous proposons aujourd'hui en direct d'Innsbruck à l'occasion de ces Jeux Olympiques 1976 qui se sont poursuivis ce matin avec des résultats que je peux vous donner. Par exemple, en biathlon, 4 soviétiques dans les 5 premiers, Troulov a triomphé. Et puis, pour maintenir l'équilibre dans notre rencontre de hockey sur glace, une américaine a également gagné. Elle s'appelle Sheila Young. Elle a gagné le 500 mètres de patinage de vitesse en 42 secondes 76 centièmes, ce qui constitue un nouveau record olympique. La deuxième est une Canadienne, Prisner, et la troisième, une Soviétique, Tatiana Verina. Les Américains, voilà donc pour les résultats. Je peux vous rappeler également qu'hier, sur cette même patinoire, Rodnina Zaïtsev ont remporté le programme court du patinage artistique par couple, dont nous aurons l'occasion de vous reparler demain soir sur TF1 à partir de 21h30. Tretiak est en train de s'échauffer, le gardien soviétique, avec son masque qui est destiné à le protéger, car vous savez, quand le palais part à toute allure, quand un slap shoot arrive en direction du gardien de but, il arrive parfois à 120 ou 130 km à l'heure. De l'autre côté, le gardien américain, le numéro 30, s'appelle James Warden. C'est un garçon de 21 ans et le coup d'envoi est donné avec Kharlamov déjà. Kharlamov, l'ailier gauche soviétique, l'un des dandys, l'un des playboys du hockey soviétique, l'un des joueurs les plus riches aussi. Il a le droit de voyager, de rouler en Volga. Il a le droit. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Il roule en Volga. Il a donc une belle voiture. Il a beaucoup de succès en URSS, mais il gagne environ 2000 francs par mois, alors que certains professionnels arrive à gagner beaucoup plus aux États-Unis ou au Canada. Et il est des joueurs même de l'Est, comme le Tchécoslovaque Nedomansky, l'un des plus célèbres joueurs mondiaux du hockey amateur de ces dernières années, qui s'est laissé tenter par le professionnalisme américain. Ce n'est pas le cas encore des Soviétiques pour le moment. Sur la glace, du côté soviétique, à l'arrière, Gusev qui vient de passer en avant Mikhailov, son capitaine. Mikhailov au centre pour Kharlamov. Kharlamov qui va faire certainement Petrov, à moins qu'il essaie de s'infiltrer. Non, il n'y a rien à faire. Petrov a réussi à récupérer ce palais en venant derrière lui.
Petrov encore intercepte, mais non, ce sont les Américains qui repartent avec Robert Miller. Miller qui n'a pas pu dégager. Et la première ligne d'attaque soviétique, la plus fameuse ligne d'attaque du monde même, avec le 16, le 13 et le 17, regagne le bord de la touche. Puisque vous savez que les joueurs peuvent changer quand ils le veulent, 3 par 3 pour les lignes d'attaque, 2 par 2 pour les lignes de défense. Le gardien de but reste pratiquement durant toute l'épreuve dans sa cage. Et nous avons maintenant sur la glace pour les soviétiques le numéro 15 Yakushev, le numéro 5 Lyapkin qui vient de tirer derrière à côté de la cage américaine. Lyapkin le 5 avec à ses côtés Tsigankov. Si toute la première ligne soviétique, les 5 premiers joueurs qui étaient sur la glace étaient tous du club champion du RSS, le club de l'armée rouge, le CSKA Moscou, nous avons maintenant une majorité des joueurs du Spartak de Moscou puisqu'ils sont 5 sur 6, 4 sur 5 en ce moment, avec un seul de l'armée rouge, le numéro 7 Tsigankov, c'est Chadrin qui est en train d'attaquer maintenant avec Yakushev sur sa gauche et ça a été très juste. Shalimov a failli reprendre le palais devant Camden, mais rien n'a été marqué encore après 1 minute et 36 secondes de jeu. Et ça repart, ça voltige de tous les côtés, avec des Américains particulièrement décidés qui ne tiendront peut-être pas à ce rythme-là pendant toute la rencontre. Et les Soviétiques, avec leurs automatismes parfaits, savent qu'ils ont intérêt à calmer le jeu en début de rencontre avant d'imposer leur technique plus sûre. Shalimov qui va passer Yakushev certainement qui est au centre, c'est intercepté et c'est à l'arrière Tsigankov qui doit reprendre, qui doit récupérer ce palais maintenant. Mais aussitôt il est assailli par la ligne d'attaque américaine. Et le palais est aussitôt reparti dans le camp américain avec un petit accrochage très léger et sans conséquence entre Douglas Ross et Chadrin. Nouveau changement de joueur chez les Soviétiques. Vous voyez Yakushev ici, le numéro 15. C'est l'un des plus célèbres joueurs soviétiques, un ailier gauche fameux. Les Américains engagent maintenant avec Dobek, le numéro 17, juste devant le but de Tretiak, et c'est derrière Babinov, un jeune de 20 ans, un arrière droit soviétique, qui reprend le palais maintenant. Il le laisse à Lutchenko. Lutchenko qui repart, qui repasse sur la droite à Maltsev, l'un des plus fameux joueurs soviétiques qui reste tout seul devant Camden. Non. Les Américains réussissent à se dégager. Et c'est vraiment parti à 100 à l'heure. Il n'y a même pas 3 minutes que l'on joue. Et déjà, il y a eu plusieurs occasions de but. Lutchenko en défense reprend. Maltsev au centre, mais il était hors jeu. Vous savez qu'il y a des lignes rouges, vous l'avez vu, c'est la ligne rouge centrale. Il y a une ligne bleue sur laquelle que vous avez aperçu maintenant. Et il y a des hors-jeux de ligne rouge et des hors-jeux de ligne bleue. Là, c'était un hors-jeu de ligne rouge qui vient d'être sifflé contre Maltsev. Dois-je vous dire que les Soviétiques dominent le hockey depuis qu'ils participent au championnat du monde pratiquement, depuis 1954. Alors qu'il y a des difficultés devant le but soviétique maintenant et qu'il y a vraiment des gens dans cette tribune qui se lèvent et qui nous font écran. Ça y est, ça va mieux maintenant. Oui, dois-je vous rappeler que les Soviétiques dominent depuis qu'ils participent à ces championnats du monde, à ces tournois olympiques. Ils ont été 4 fois champions olympiques en 56, 64, 68 et 72. Une seule défaite en 1960 à Squaw Valley, où vous avez terminé 3e, où c'était justement les Américains qui avaient triomphé. On est à nouveau dans le camp américain et c'est Goussev qui repasse à Petrov. Non, c'est dégagé parfaitement par la défense américaine. Tretiak réussit à repasser à Vassiliev. Tretiak, Vassiliev, oh là là, une passe bien hasardeuse, mais 2 Américains se gênent et c'est Camden qui est obligé de dégager. Mais il a mal dégagé juste devant Mikhailov qui n'a pas réussi à profiter de l'occasion. Et Kharlamov non plus n'en profite pas sur la gauche de la patinoire. Ce n'est pas terminé pourtant puisque les Soviétiques sont toujours dans le camp américain. C'est maintenant Goussev qui va repasser. Non, rien à faire. Ça repart par l'intermédiaire de Hymanson. Mikhailov contre Hymanson. Et Bolduc, Daniel Bolduc, le numéro 21 en maillot blanc, qui est à nouveau venu dans cette équipe américaine.
dont la plupart des joueurs participaient déjà au championnat du monde l'année dernière. Les Américains avaient causé une surprise avec une équipe toute nouvelle en 1972. Ils ont connu depuis quelques bévues dans les tournois mondiaux et depuis un an, ils préparent assez sérieusement ce tournoi olympique. Sur la glace, maintenant, la deuxième ligne soviétique avec Tsigankov et Lyapkin. Pour les arrières qui n'ont pas réussi à placer en bonne position leurs avants, Chavrin, Yakouchev et Shalimov. Et ce sont les Américains par Sertiche, il est dangereux Sertiche, qui a voulu centrer vers Schneider, mais ce n'est pas passé. Et il n'est pas facile de tromper comme ça la défense soviétique. Une faute de Chavrin qui vient de tomber et une passe un peu n'importe où de Lyapkin qui a été quand même reprise par Shalimov. Tsigankov maintenant, Shalimov avec à ses côtés Tsigankov, il se gêne encore tous les deux. Yakouchev ne peut pas récupérer le Palessi. Oh là là, vous avez vu avec quelle vitesse il a tiré immédiatement vers Warden. Je ne sais pas pourquoi je l'appelais Camden, d'ailleurs tout à l'heure c'est Warden, le gardien soviétique, le gardien américain. Et c'est Yakouchev à nouveau tout seul au centre de la patinoire. C'est peut-être l'un des meilleurs attaquants mondiaux. Il ferait les beaux jours de plusieurs équipes professionnelles américaines ou canadiennes. Mais il préfère rester amateur en URSS. Un tir de loin de Harris. Et le palais est bloqué contre la balustrade. Il n'est plus jouable. Changement de joueur de tous les côtés. Le coach américain applaudit lui-même les spectateurs qui applaudissent son équipe. Et il y a maintenant 5 minutes et 28 secondes de jeu dans cette première période. Et l'attaque soviétique repart avec Kapustin sur la droite, mais il y avait dégagement interdit. Dégagement interdit, c'est quand le Palais franchit 3 lignes sur la patinoire. Il est parti de la zone de défense soviétique, il est allé de l'autre côté de la ligne de défense américaine. Oh là là, ce tir de Ross a été terrible. Janssen reprend le Palais maintenant. Et c'est à nouveau Tretiak qui est en danger devant les Américains qui vont réussir à marquer peut-être. Oh là là, quel cafouillage, les arbitres viennent s'en mêler. Il y a de la bagarre même. Kapustin le numéro 8, Janssen le numéro 6 américain. Tretiak, alors que vous voyez Lutchenko, le numéro 3 soviétique, qui lui était très paisible. Il en a vu d'autres. Il a été 5 ou 6 fois champion du monde déjà. C'est un garçon de 27 ans. La moyenne d'âge des soviétiques est d'à peu près 27-28 ans, alors que la moyenne d'âge des Américains est de 21 ans à peu près. Vous les voyez, ces jeunes Américains maintenant. Alors qu'après 5 minutes et 49 secondes de jeu, on va engager dans la zone de défense soviétique. C'est reparti et c'est la meilleure équipe soviétique qui est sur la glace actuellement. Avec Petrov qui passe à Kharlamov, qui va passer à Mikhailov certainement sur la gauche après un changement d'aile. Non, Mikhailov revient se placer au centre. Voilà Kharlamov qui se fait déposséder du palais par Taft et Janssen. Et les Américains peuvent repartir avec Daniel Bolduc sur l'aile droite. Mais ça ne dure pas longtemps. Petrov qui a manqué sa passe vers Goussev et c'est à nouveau un départ de Bolduc sur la droite toujours. Bolduc qui laisse derrière lui à Miller. Mais Miller n'a pas pu en profiter. Encore une passe qui me paraissait bien hasardeuse. Vénard quand même à Kharlamov qui va trouver Mikhailov juste devant le gardien Warden. Mais auparavant il y a Petrov qui arrive. Et Petrov qui tire, mais Warden arrête très très bien. Des soviétiques. De belles images ici, des gros plans. Et une équipe américaine qui repart avec sa deuxième ligne, avec Tretiak qui a du mal à arrêter ce très beau tir de Schneider qui était parti de l'aile gauche. On revoit au ralenti l'action. Regardez bien, Schneider et Tretiak dévient mais ne peut pas bloquer dans un premier temps ce palais.
Et on engage juste devant les buts de Tretiak et c'est repris par Ross. Mais ça ne donne rien. Nouveau changement dans l'équipe américaine. Alors qu'il y avait Harris, Sertich et Schneider sur la glace, actuellement c'est peut-être la ligne la plus dangereuse. Le 19, Chadrin avec un A sur son maillot, ça veut dire assistant. Assistant, c'est le joueur qui a le droit de parler à l'arbitre quand le capitaine de l'équipe n'est pas sur la glace. Il y a un capitaine et deux assistants en général dans une équipe de hockey sur glace. Et il y a aussi un Américain qui est juste tout seul. Ross, l'autre Ross, de glace. Il était tout seul devant Tretiak. Tout seul ou presque, car il y avait quand même des arrières qui étaient bien placés là. Et vraiment, les Soviétiques sont en difficulté maintenant. Les Soviétiques sont en difficulté maintenant et les Américains se battent mieux que bien. Taft et Janssen, en défense, réussissent à endiguer cette contre-attaque soviétique qui repart pourtant par Shalimov. Opposé à Taft, le capitaine américain. C'est un tir raté de Lyapkin, l'arrière-gauche soviétique, qui est un peu décevant depuis le début. Il a raté pas mal de choses, déjà à plusieurs reprises. Qui passe à Tsigankov. Tsigankov, Shalimov, Shalimov pour Ryutkov, le numéro 22, qui était un nouveau venu dans cette équipe soviétique, qui est un joueur de 20 ans. Et encore une fois, un tir de Dobek de loin a obligé Tretiak à un arrêt. Ah, ça démarre vraiment très très bien. Nous allons pouvoir suivre cette première période et puis je vous renvoie à notre résumé filmé de la soirée pour connaître le résultat exact. Alors que vous voyez que les Soviétiques n'ont pas le visage serein, ils sont inquiets. Le voici Ryutkov, là, le nouveau venu, le numéro 22, un joueur de 22 ans, de 21 ans même, qui appartient au club de l'armée rouge aussi, avec le numéro 8, Kapustin, qui est des Krylia Sovietsov, les ailes des Soviets, et un tir de loin de Monsieur Babinov, qui est lui aussi un nouveau joueur venu des Krylia Sovietsov, des ailes des Soviets, un joueur de 20 ans aussi. Mais son tir a été détourné par Warden et voici les Américains qui repartent avec Lundin, mais il y avait un hors-jeu là aussi. Ou plutôt un dégagement interdit. Et on retourne dans la zone de défense américaine. Avec côté américain le numéro 9 Miller, mais il est inutile de vous donner leur nom puisqu'ils sont écrits sur leur maillot. Et c'était le coach soviétique que vous venez de voir, Kulagin. La patinoire, inutile de vous le dire, est archi comble ici. Oh là là, ça y est, le premier but est marqué. Le premier but vient d'être marqué par Maltsev, je pense, oui. Alors qu'il y avait un cafouillage ici devant les buts, le palais était presque injouable et puis finalement, il a été parfaitement jouable. Et le premier but est marqué par Maltsev après 8 minutes et 33 secondes de jeu. Maltsev marque le premier but pour les RSS, vous revoyez cette action au ralenti. 1-0, eh bien, il fallait s'y attendre, les Soviétiques sont quand même meilleurs, Warden ne pouvait rien, tout le jeu se déroulait sur la droite sur la gauche de sa cage et c'est sur la droite que Maltsev a récupéré le palais. On retrouve maintenant Kharlamov, et qui est accroché Kharlamov. Oh, il n'y avait peut-être pas de quoi envoyer un joueur en prison, en l'occurrence Richard Landby. Et à 4 contre 5, les Américains vont avoir beaucoup de difficultés à empêcher les Russes de porter la marque à 2-0. À 5 contre 4 en général, les Russes ne pardonnent pas. Leur système d'attaque est tellement bien au point qu'ils sont capables contre n'importe qui de marquer un but. Je ne reviens pas sur ces règles du hockey sur glace qui pénalisent directement en envoyant un joueur en prison, l'équipe qui commet une faute. C'est mieux qu'un coup franc, un penalty ou un avertissement de l'arbitre. La sanction est immédiatement appliquée. Et voici Vassiliev qui va passer sur la gauche à Gusev. Non, il préfère directement, il y a Kharlamov devant, il y a Petrov et Mikhailov. Mais l'Américain Taft, le capitaine américain, a réussi à dégager. Et là, il n'y a pas de dégagement interdit quand une équipe est en état d'infériorité numérique. Elle peut envoyer le palais où elle veut dans la patinoire. On n'arrête pas le jeu pour revenir dans la zone de défense d'où est parti ce palais.
Kharlamov, Gusev, Kharlamov encore. C'est pour moi le meilleur joueur soviétique, Kharlamov. Gusev encore qui a tiré de très loin. Mikhailov, le capitaine soviétique, était devant. Et encore une fois, les Américains réussissent à dégager par Sertic. Et c'est reparti encore une fois par Petrov. Petrov, Kharlamov devant lui, devant le gardien Warden, qui n'a pas réussi à placer sa petite passe habituelle. C'est un joueur pourtant qui est très précis. Et on repart avec Vassiliev en défense. Vassiliev qui va laisser à Mikhailov. Voilà, ça va être fait dans un instant. Non, il préfère derrière lui à Gusev. Gusev qui franchit la ligne d'attaque soviétique, qui va pouvoir servir qui? Mikhailov, Petrov, voilà, Petrov ici, Petrov va tirer, il y a Mikhailov et Kharlamov devant le gardien Warden. Warden donne un petit coup de crosse, et voilà, oui. Warden a donné un coup de crosse à Mikhailov. C'était pourtant pas méchant là non plus. Mais il est vrai qu'il y a eu tellement d'accrochages. D'ailleurs, le capitaine Taft, le capitaine américain, est en train de s'informer auprès de l'arbitre pour savoir vraiment ce qu'il peut avoir à reprocher à son gardien Warden. La faute n'était vraiment pas flagrante. Oui, mais il y a eu tellement d'accrochages au cours du dernier match de la tournée des Soviétiques aux États-Unis entre Philadelphie, le vainqueur de la Coupe Stanley, c'est-à-dire le championnat des professionnels, et cette équipe de l'Armée Rouge, que les arbitres veulent prendre toutes leurs précautions et éviter que le match ne dégénère. Alors quand le gardien est puni de 2 minutes de pénalisation, ce n'est pas lui qui va en prison, lui il reste sur la glace, mais c'est un autre joueur qui doit se retirer de la glace. Et si bien qu'ils sont à 3 contre 5 maintenant les Américains. 3 Américains contre 5 Soviétiques, cela ne devrait pas poser de problème aux Soviétiques, qui pourtant en ont eu pendant 30 secondes tout à l'heure. Ils n'ont pas réussi même pendant 2 minutes, ils n'ont pas réussi à concrétiser leur avantage. Et là encore, ils ne s'affolent pas. Voici Tsigankov qui tire, mais c'est une contre-attaque américaine qui est parfaitement menée par Taft, ce capitaine merveilleux. Un joueur tout jeune pourtant, de 22 ans, mais qui est un excellent joueur. Et les Américains se retrouvent à 4 contre 5 maintenant, puisque la pénalité de leur premier joueur est terminée. Mais ils en ont un autre qui est encore en prison pour 1 minute et 22 secondes. Ah, c'est vraiment l'une des premières fois que je vois ça en état de supériorité numérique. Les Soviétiques n'ont pas réussi à marquer. Liapkin qui manque encore, oui, son tir, sa passe et tout. Il ne sait pas quoi faire. Liapkin devant Sertic. Oh là là, là il y avait un trou gros comme une cage de hockey sur glace, mais personne n'a encore réussi à en profiter. Et il y a encore un accrochage entre les Américains et les Soviétiques, si bien qu'un nouveau joueur américain a des problèmes avec l'arbitre. Changement complet sur glace, oui, on revoit cette action qui a été pénalisée. Et à nouveau, les Américains se retrouvent donc à 3 contre 5 sur la glace. Oui, il faudrait peut-être que le joueur Thorndike aille en prison. 3 Américains contre 5 avec les meilleurs Soviétiques à nouveau. Gusev, oh là 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 là, mais c'est pas le moment de dire ça. Au moment où Gusev manque sa passe et oblige tous ses compatriotes, tous ses coéquipiers à retourner dans leur moitié de terrain pour repartir et pour ne pas se trouver hors jeu. Vassiliev tout seul avec Mikhailov tout seul devant la cage et Kharlamov qui arrive, mais c'est encore bien dégagé par Taft qui se trouvait encore là très bien placé. Lundin également, et un tir de Gusev ne donne pas davantage de résultats. Le numéro 22, Lyudkov, un nouveau venu, contre Sertic, le capitaine américain à l'engagement.
Babinov, également un jeune joueur qui tire de très loin. Warden s'était déplacé, mais les Soviétiques sont décidément d'une maladresse invraisemblable. Ils ont raté des occasions que jamais je ne leur ai vu rater en pareille circonstance. Pour me faire mentir, bien sûr, ils se rachètent aussitôt. Et c'est immédiatement Kapustin qui marque le deuxième but soviétique, alors qu'il n'y avait que 3 Américains sur la glace contre 5 joueurs soviétiques. Sergei Kapustin qui marque après 12 minutes et 21 secondes de jeu. On revoit comment ça s'est passé. Et M. Warden n'y pouvait rien. Mais ce but devait être marqué depuis longtemps. Ça n'enlève rien du tout à ce que j'étais en train de vous dire, à savoir que ces Soviétiques étaient vraiment très très maladroits. Et quand je vous donnais tout à l'heure les résultats des rencontres qui avaient opposé les Soviétiques à des clubs américains, il s'agissait de rencontres entre le club champion du RSS et les meilleurs clubs professionnels des États-Unis et du Canada. Ouh là 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 là, ça allait très très vite et M. Warden à 2 reprises s'est retrouvé miraculeusement sur le chemin du palais après un tir de Lyudkov et de Maltsev. Maltsev qui est l'un des plus brillants joueurs, c'est lui le numéro 10, l'un des plus brillants joueurs soviétiques, mais qui est blessé à diverses reprises et puis qui a eu quelques problèmes. Ce n'est pas toujours un garçon qui suit toutes les consignes qu'on veut bien lui donner. C'est un garçon qui est un peu fantaisiste parfois, qui a eu quelques difficultés avec le rigorisme de certains sélectionneurs soviétiques et qui a parfois été évincé de championnat du monde qu'il aurait pu disputer. Mais maintenant, il est rentré tout à fait dans le droit chemin, il est guéri complètement de ses diverses blessures et il peut nous montrer tout ce qu'il sait faire. Encore une fois, Warden, vous voyez qu'il était remarquablement bien placé. Et c'est un nouveau tir de très loin qui est décoché par Babinov. Et c'est Babinov qui, sur un slap shoot, après 13 minutes et 28 secondes de jeu, marque le 3e but soviétique. 13 minutes 28, Babinov sur un slap shoot à une dizaine de mètres de Warden. Il avait fait un premier essai qui avait été manqué, le deuxième a été bon. 3-0 pour le RSS maintenant, après 13 minutes et quelques de jeu. La cause est entendue. Nous avons la chance de pouvoir suivre en direct ce premier tiers-temps. Nous ne suivrons pas les autres périodes, malheureusement pour les amateurs de hockey sur glace. Mais nous aurons l'occasion de nous retrouver dimanche après-midi, par exemple, à partir de 17h pour le match entre la Finlande et l'Allemagne de l'Ouest. Et puis également ensuite pour un match entre la Tchécoslovaquie et la Pologne. Et puis le dernier jour, le samedi 14 en soirée, pour la finale de ce tournoi de hockey sur glace entre la Tchécoslovaquie et l'URSS. Je vous ai donné ainsi toutes les équipes qui participent à cette finale. Elles sont 6 équipes et les matchs ne se disputent pas par aller et retour. Mais vous voyez comment ça se dispute. Ça se dispute même très bien. Oh là là, ça continue la bagarre un peu derrière ici. Les Soviétiques en général ne répondent pas. Shalimov n'a pas répondu. On revoit l'action au ralenti, mais là c'est un Américain qui a été envoyé par un coup de crosse bien placé dans les patins au sol. La vengeance ne s'est pas fait attendre. Après 14 minutes de jeu, 3-0 pour l'URSS. Il y a en URSS 600 000 joueurs de hockey sur glace, c'est le sport numéro 1, devant même le football. Et on joue même une sorte de hockey sur des terrains de football en plein air, des terrains glacés. Sur des terrains glacés, ça s'appelle le bandy. Et ce sont maintenant les Américains qui vont donc jouer à 5 contre 4, puisque Tsigankov se retrouve en prison pour 2 minutes après ce coup de crosse dans les patins. Vous avez vu que cette fois, le dégagement qui a été fait par Goussev depuis l'arrière, depuis sa zone de défense, est allé derrière la cage américaine. Mais là, il n'y a pas de dégagement interdit, puisque l'équipe de l'Union soviétique est en état d'infériorité numérique. Et ce sont les Américains qui repartent de Barry Hansen, avec maintenant Miller qui reprend en arrière, qui va passer à Ross, Dobek, Miller encore. Dobek, Miller de très loin. Et Johnson est bien placé pour gêner Tretiak, mais c'est un dégagement à nouveau qui est repris par Miller. Les Américains doivent se retrancher dans leur moitié de patinoire pour que l'attaque puisse à nouveau se développer. C'est Dobek encore qui repart. Dobek-Johnson. Johnson-Ross, c'est raté et c'est Shalimov qui reprend de l'autre côté. Shalimov-Chadrin opposé à Johnson.
Il a tort de vouloir financer là entre deux soviétiques. Non, il a réussi à bien s'en tirer, Janssen quand même. Il reprend le palais, mais il était bêtement hors jeu. Il était juste devant, juste dans la zone d'attaque américaine ou zone de défense soviétique. Et le palais doit entrer le premier dans cette zone et non pas le joueur. Tous les ans à peu près, il y a un ou deux nouveaux joueurs dans l'équipe soviétique, ce qui fait que les soviétiques peuvent ainsi renouveler leur formation en 6 ou 7 ans. Mais dans le hockey sur glace, ce qui compte les automatismes, il faut que les passes puissent arriver presque les yeux fermés, puissent partir et arriver presque les yeux fermés pour le joueur qui l'envoie, qui la décoche comme celui qui doit la recevoir. Et c'est le cas pour les joueurs qui sont actuellement sur la glace. Vous pourrez regarder le 13 Mikhailov, le 16 Petrov qui est maintenant avec le palais, et le 6 Goussev, et le 17 Kharlamov, et le 2 Goussev et le 6 Vassiliev. Ces garçons jouent ensemble toute l'année. Ils disputent une soixantaine de matchs par an et peut-être même davantage. Aymanson a dégagé loin derrière et c'est maintenant Lutchenko qui peut dégager. Vassiliev a passé à Mikhailov. Mikhailov tout seul avec à ses côtés Lyudkov. Il y a actuellement des joueurs qui sont mélangés. Ce ne sont pas les lignes qui ont été changées totalement du côté soviétique. Ça y est, Petrov va sortir et on va retrouver une ligne plus homogène certainement. 16 minutes 36 secondes de jeu, plus que 3 minutes 24. Plus que 3 minutes 24 secondes de jeu effectif et cela fait 3-0 pour les Soviétiques contre les Américains. Nous aurons également ce soir un troisième match entre la Tchécoslovaquie et la Finlande. Les Soviétiques sont un peu plus rassurés maintenant sur leur sort. Tout à l'heure ils étaient inquiets, maintenant ils sont plus rassurés. Mais ils n'ont pas pour autant davantage le sourire. On va peut-être le retrouver tout à l'heure, à la fin de la rencontre. Quoique ce match n'est pas le plus important pour eux. C'est celui du dernier jour contre la Tchécoslovaquie, comme d'habitude dans les championnats du monde ou les tournois olympiques. Mais cette année quand même, les Soviétiques ont fait encore de tels progrès. Les autres formations ont vieilli ou ont perdu le moral que ces Soviétiques ne devraient pas avoir de mal à remporter leur 5e titre olympique depuis qu'ils jouent au hockey en compétition mondiale. Par exemple, les Suédois ont déclaré forfait cette année pour le tournoi olympique. Ils ont pas mal de joueurs qui sont passés professionnels ces dernières années. Ils n'avaient pas de quoi former une équipe valable pour résister aux Soviétiques. Maltsev. Kapustin, Maltsev. Voilà, là aussi ça arrive très bien. Ça arrive très bien, mais ça n'arrive pas toujours. Ça n'arrive pas toujours quand on se prend dans les patins de Gary Ross. Comme vous avez pu le voir. Et la fête continue. Alors, il faut dire qu'au Canada ou aux États-Unis, les arbitres sont beaucoup plus libéraux. Il y a davantage d'accrochage, de body checking. Oh pardon, on n'a plus le droit de parler comme ça maintenant, c'est-à-dire de coups d'épaule ou de coups de hanche ou de coups d'autre chose contre la balustrade. Et le hockey est certainement beaucoup plus viril. C'est pourquoi d'ailleurs contre Philadelphie, par exemple, le club de l'armée rouge soviétique avait quitté la glace pendant une dizaine de minutes en protestant contre la manière un peu trop virile des Américains. Mais ils étaient revenus finalement les Soviétiques et puis ils se sont mis aussi, ils ont découvert finalement que le hockey pouvait être un sport viril et que même beaucoup de spectateurs demandaient ça, qu'il y ait des accrochages, un petit peu de bagarre de temps en temps. Taft discute avec l'arbitre. À 4 à nouveau contre 5, les Américains, après... Après que Lambay soit retourné en prison. Alors le numéro 15, c'est Yakushev, qui sera l'une des vedettes du tournoi. Et les arbitres ne sont pas contents de voir que les Américains discutent.
Et un arbitre est retourné à la table de marque et du speaker également pour dire autre chose. Non, ça y est, c'est calmé maintenant, on peut repartir. On peut repartir et c'est Tretiak qui bloque le palais. Il en a le droit. Et Janssen, qui arrivait juste devant lui, n'a pas été assez rapide. Janssen, Sertic, Ross et Taft pour les Américains. Chadrin qui engage contre Sertic. C'est le meilleur Américain, certainement, Sertic. Chardin numéro 19, et maintenant c'est Shalimov qui passe à Yakushev. Yakushev qui va laisser à Lyapkin. Et derrière, c'est Tsigankov qui reprend le palais. Tsigankov encore lui. Tsigankov vers Shalimov. Shalimov dans ses patins qui va servir sur la gauche. Chadrin, c'est fait. Chadrin qui se fait prendre le palais par Sertic. Et derrière, là-bas, c'est encore Tsigankov qui va réussir à passer. À Yakushev, non, pas tout à fait. Il faut retourner dans la moitié de terrain soviétique. Ils sont à nouveau 5 contre 4. Et en état de supériorité numérique comme ça, vont-ils pouvoir s'affirmer? Nous le saurons dans la minute qui vient, puisqu'il reste encore 1 minute de prison pour Lambay. Et c'est Tretiak qui a eu du mal sur ce tir de Gary Ross. Shaibou, c'est le cri de guerre, si j'ose dire, des soviétiques. La Shaïba, c'est le palais en soviétique, en russe. Et Shaibou, Shaibou, ça veut dire aller envoyer le palais dans le but, au but, au but, au but. Mais ça ne réussit pas pour le moment. Il reste encore 38 secondes de prison pour M. Lambay. Et il reste encore 38 secondes pour marquer un autre but. Mais Warden est là, aux aguets. Et le tir de Lyapkin n'a pas pu le surprendre. Non, de Shalimov, pardon, n'a pas pu le surprendre. Il ne reste plus que 57 secondes de jeu dans cette première période, à l'issue de laquelle les Soviétiques vont vraisemblablement mener par 3-0, mais à chaque fois que je dis quelque chose, il se passe l'inverse. Alors, on va peut-être voir le 4e but soviétique dans les secondes qui viennent avec Kharlamov qui passe à Vassiliev. Vassiliev, Kharlamov encore lui. Devant au centre de la patinoire, voici Vassiliev, Goussev maintenant. Goussev vers Warden directement. Il y avait le 13 Mikhailov qui était là. Il y a aussi les Américains qui repartent et c'est Ross qui réussit à repartir maintenant et à tirer tout à côté de la cage défendue par Tretiak. Plus que 30 secondes de jeu, plus que 3 secondes de prison. Ça y est, la prison est terminée pour Lambay. Les Américains vont jouer à nouveau à 5 contre 5 pour les 26 dernières secondes de cette première période qui aura été particulièrement animée, qui vous aura plu, je l'espère. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 600 000 joueurs de hockey sur glace en URSS. Il y en a 300 000 aux États-Unis qui ont été 2 fois champions du monde en 1933 et 1960 et 1 fois champion olympique en 1960 à Squaw Valley. Et 2e des derniers Jeux olympiques en 72 à Sapporo. Ils avaient été battus par l'URSS 7-2. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont fait des progrès? On le verra tout à l'heure à la fin de cette rencontre. Mais pour le moment, ce sont les Soviétiques qui mènent par 3-0. Il ne reste plus que 5 secondes à jouer dans cette première période. Nous nous retrouverons en ce qui concerne le hockey sur glace dimanche après-midi à 17h. Mais dans quelques instants, alors que nous allons suivre quand même la sortie des Soviétiques avec Maltsev, avec Lutchenko, avec la patinoire maintenant que vous voyez dans son ensemble. Fin de la première période, 3-0 pour les Soviétiques. Et les Américains en maillot blanc n'empêcheront pas les Soviétiques de remporter ce tournoi olympique, puisque vous le voyez, le score est écrit. L'URSS a triomphé des États-Unis par 6-2. Voici l'un des plus beaux buts soviétiques marqués par Chadrin sur une passe de Shalimov. Il y a 4 ans, les Soviétiques avaient gagné 7-2 à Sapporo et les États-Unis avaient pris une brillante médaille d'argent en triomphant des Tchécoslovaques. Aujourd'hui, les jeunes Américains ont montré qu'ils savaient se battre, mais la technique supérieure des Soviétiques a finalement triomphé. Vous avez pu voir la première partie de cette rencontre cet après-midi. À la fin du premier tiers-temps, les Soviétiques menaient déjà par 3-0. Les Américains se sont bien repris par la suite, comme là sur ce but qui va être marqué par le numéro 3, Sontat. Mais ils ont dû finalement s'incliner 6-2. Ils lutteront, les Américains, pour la médaille de bronze dans ce tournoi olympique.